Jean-Pierre Raffarin est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Grossi. Et merci d'être avec nous et de nous réserver d'ailleurs votre première réaction au plan choc dévoilé dimanche soir par François Hollande pour atteindre donc le cap des 3% de déficit public l'an prochain et faire reculer le chômage dès l'année prochaine. L'UMP a refait, on l'a vu, son unité, le temps des critiques contre l'exécutif, mais la compétition bien sûr se poursuit pour la présidence du parti. Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse, notre partenaire, vous interrogera tout à l'heure sur votre soutien à Jean-François Copé. Et puis troisième partie de Preuve par Trois avec Perrine Tarnaud de Public Sénat. On prête à la droite l'ambition de regagner le Sénat dès 2014, premières élections intermédiaires avec les municipales. Je note que les téléspectateurs peuvent également intervenir durant cette émission par le biais de l'application TV Check de notre partenaire Orange. Alors François Hollande, s'est-il selon vous, Monsieur Raffarin, réveillé des deux yeux? Que d'un œil, disiez-vous, avant son intervention sur TF1? Moi, j'ai trouvé très franchement que l'émission n'était pas mauvaise. Je pense que la dimension économique du discours du président a été renforcée. Je pense que ce qu'il a pu voir cet été et l'aggravation de la crise l'ont convaincu qu'il fallait muscler le discours économique, ce qui a été fait. Il y a encore beaucoup à faire, mais je dois reconnaître que de ce point de vue-là, j'ai trouvé la bataille engagée contre la dette, contre le chômage. C'était un discours clair. Je regrette beaucoup l'absence du mot Europe. Ah, on leur a posé la question. Mais enfin, on n'a pas besoin de poser la question quand on parle de la crise pour savoir qu'aujourd'hui, le sujet essentiel, c'est Europe, euro, emploi. On va y revenir, mais emploi et Europe, c'est le même sujet. Sur la bataille, d'ailleurs, François Hollande lui-même a dit qu'il était en situation de combat. Qu'est-ce que vous pensez des armes qu'il va utiliser, c'est-à-dire quand même une pression fiscale accrue, de manière historique, et puis également des économies budgétaires? Je pense qu'il fait une erreur pédagogique en ne coupant pas la poire en deux entre l'État et la fiscalité. Et tant qu'à chercher 30 milliards, je pense qu'il aurait cherché 15 milliards dans l'économie de l'État et 15 milliards par la fiscalité à partager entre les entreprises et les ménages, c'eût été plus convaincant. Là, on sent que l'État fait un effort, mais c'est l'effort qui est finalement la moitié de l'effort des Français. Mais ça n'amoindrit pas quand même le satisfecit que vous délivrez ce soir. Ce n'est pas un satisfecit. Mais je ne suis pas satisfait. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. Je trouve que la France perd du temps en ce moment. Oui, je pense que le président doit aujourd'hui être plus actif, plus engagé, y compris sur la scène européenne. Mais je dis très clairement que ce n'est l'intérêt de personne que le président de la République, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, fasse des contre-performances à la télévision. Vous dites on perd du temps, il faut se réveiller. Mais si nous en sommes là, Jean-Pierre Raffarin, c'est que la dérive vient de loin. Et même depuis 2002, on a vu la dette s'envoler, le déficit se creuser. Est-ce que la droite doit quand même reconnaître sa part de responsabilité avant même la crise? Il est clair que la crise a été très importante. Je pense que nous avons fait un certain nombre d'efforts. Nous avons connu un certain nombre de difficultés. Mais je crois vraiment que dans ces 100 jours, pour le président, il y a beaucoup de temps perdu. Et je pense qu'il n'y a pas de lisibilité sur son combat européen. Que veut-il? Il voit Mme Merkel, oui. Il voit M. Monti, oui. Il va en Espagne, oui. Mais pour dire quoi? Où est le combat clair? Il faut évidemment aujourd'hui mutualiser nos dettes, mais il faut faire des efforts. Quel est l'effort de la France qui est fait pour crédibiliser sa parole et notamment convaincre l'objectif de 3% de réduction de déficit? Cette crédibilité, il faut le dire à Mme Merkel. Il faut pouvoir, dès le début de l'été, clairement envoyer le message à nos partenaires et au marché, à ceux qui ont fait confiance à la France en lui prêtant de l'argent, qu'on va vraiment réformer. Et là, on a entendu l'annonce de dépenses nouvelles, l'annonce d'un certain nombre de perspectives qui sont des perspectives lentes. Ça a été tout ce message de l'été et même le message de la rentrée. On va trouver pour l'éducation des moyens nouveaux. Et où va-t-il les trouver, M. Hérault, ces moyens nouveaux? Et donc, on a entendu un certain nombre de discours laxistes. Je pense qu'il est grand temps d'avoir un langage de vérité. Le président a fait un tout petit bout du chemin. Je m'en réjouis, mais il faut qu'il aille beaucoup plus loin. Alors certains économistes de tous bords, d'ailleurs, disent qu'il faut peut-être revoir cet objectif de réduction du déficit public parce que ça nous mène tout droit à l'austérité. C'est une crainte? Je pense que cette analyse-là n'est pas exacte. Non. Je pense que la crise, elle va venir de manière extrêmement brutale quand les taux d'intérêt vont monter. C'est-à-dire quand la France
va être dans la situation où il n'y aura plus de confiance. J'ai lu la presse internationale. L'affaire Arnaud est dévastatrice pour l'image de la France dans le monde. C'est du niveau des 35 heures. Parce que si ce qu'est un grand groupe comme Dior, comme toutes les grandes marques de ce groupe LVMH, n'a pas confiance dans la France, comment voulez-vous que les autres aient confiance dans la France? Et je vous assure, regardez la presse asiatique, la presse américaine, on a le sentiment, comme dit Jean-Pierre Chevènement, les élites n'ont plus confiance dans la France, on se dit les entrepreneurs n'ont plus confiance dans la France. Qu'est-ce que vous dites, vous, à Bernard Arnault, le patron de LVMH, pour qu'il reste pleinement en France? Je pense que le message de son attachement à la France a été envoyé. Je pense qu'il doit être en permanence réaffirmé. Il est clair que la situation dans laquelle nous sommes, de scepticisme sur l'avenir de la France, y compris de la part des élites de la France, est extrêmement grave. On ne mesure pas combien l'étranger aujourd'hui nous regarde. Et n'oublions pas que notre dette, contrairement à la dette japonaise, c'est une dette qui est à l'étranger. Et si l'étranger, on veut qu'ils aient confiance, au moins nous, affichons notre confiance. Avoir créé les conditions qui ont conduit M. Arnault à faire cette déclaration, c'est une responsabilité, certes, de M. Arnault, mais pas seulement. Alors, François Hollande a bien précisé qu'il maintenait donc cette taxation des très très hauts revenus au-dessus du million d'euros à 75%. Vous critiquez cette mesure, même si elle est provisoire et qu'elle est faite au nom du patriotisme par le chef de l'État? Je pense que cette mesure a des conséquences sur le plan économique qui démobilisent nos élites économiques et que c'est vraiment très grave. Et quand je vois un grand quotidien comme Libération qui titre Casse-toi, riche-con, j'ai vraiment mal à mon bon sens et à l'honneur du pays, mais j'ai aussi le sentiment qu'on donne là une image de la France qui n'aime pas la réussite, qui n'aime pas le succès, et au fond, c'est ce qui décourage tout le monde de venir participer au développement de notre pays. Et tout ça, ça conduit à quoi? À un risque d'augmentation des taux d'intérêt. Et le jour où nos taux d'intérêt augmenteront, eh bien, nous serons dans une extrême difficulté financière. Alors, le chef de l'État a présenté son agenda social avec à la clé, d'ici la fin de l'année, il l'a dit, des réformes de structure. Il veut un choc de compétitivité. D'autres mesures sont annoncées, en débat d'ailleurs déjà au Parlement. C'est par exemple les emplois d'avenir. Est-ce que vous y êtes favorable pour les jeunes qui ne sont pas ou peu qualifiés? Je ne suis pas favorable à ce projet, mais je voterai le texte de loi. Je ne suis pas favorable parce que j'aurais été favorable à d'autres projets. Et je l'ai déjà dit pendant la campagne électorale, il y a une solution qui me paraissait meilleure, qui était de conditionner les allègements de charges liés aux 35 heures dont bénéficient les grands groupes, de conditionner ces allègements de charges à l'embauche de jeunes en alternance, dans des vraies entreprises avec de vrais emplois. C'était ça notre perspective, c'était ça ma conviction. Mais je ne vais jamais voter contre un texte qui donne des emplois à des jeunes. Je ne vais pas mettre une barrière sur un chemin que je sais difficile. Je sais qu'aujourd'hui, une première expérience, ce n'est pas forcément un emploi, mais c'est une marche vers l'emploi. Et donc, de ce point de vue-là, je me sens pas le droit d'interdire cet accès des jeunes. Donc, je voterai ce texte, j'aurais fait autrement, mais ce n'est pas une solution, mais c'est une marche vers l'emploi et je ne me sens pas le droit de m'opposer à cette démarche. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'incohérence de certains élus UMP qui veulent voter contre les emplois d'avenir, mais qui veulent localement les utiliser dans leur collectivité? Écoutez, j'ai vu ça avec les socialistes, j'ai vu ça dans tout le débat politique. Quand on a un peu d'expérience, on sait qu'il vaut mieux mettre ses votes au Parlement en cohérence avec son action locale. Moi, je sais que sur le terrain, dans ma permanence, quand je voudrais proposer à des jeunes en difficulté d'aller chercher un emploi d'avenir, vaut mieux que j'ai voté le texte plutôt que je sois hostile au texte. Qu'est-ce que vous pensez du pari du chef de l'État qui mise sur une inversion de la courbe du chômage dans un an, alors que la croissance nécessaire n'est pas et ne sera pas au rendez-vous? Il ne prend pas les moyens de ses objectifs. Il prend un risque politique majeur pour vous? Je pense qu'il prend un risque politique majeur, mais je crois que d'une manière générale, et cet été un peu léthargique du gouvernement me laisse penser qu'ils n'ont pas pris conscience de l'ampleur de la crise qui nous attend avec les difficultés majeures dans un grand nombre d'entreprises. Quand on voit qu'on a eu des discours sur PSA, que ces licenciements étaient inacceptables et qu'on voit ensuite que aujourd'hui on essaie de limiter la casse. La réalité s'impose aux uns et aux autres. Je pense que le gouvernement doit être conscient de cela et je pense qu'il faut aider les entreprises, il faut aider les PME et
Je vais vous le dire, on n'a plus beaucoup d'argent aujourd'hui dans l'État pour aider les entreprises. Alors qu'on les aide en allégeant les charges, les contraintes, les normes, les procédures. Par exemple, il y a des seuils à 50, qu'on porte ces seuils de 50 à 100. Faisons en sorte qu'on donne des libertés aux entreprises. Et il y a un certain nombre de libertés qui ne coûtent rien à l'État. Est-ce que vous avez vu dimanche soir François Hollande tourner la page de la présidence normale? On l'a vu, assez autoritaire, martial même, et même on peut s'interroger sur la place aujourd'hui du Premier ministre? Non, je pense que le président a fait une émission en bon professionnel, mais je n'ai pas trouvé qu'en termes de leadership, il avait encore atteint l'ensemble des caractéristiques de la fonction. Et donc je pense qu'il est en train d'apprivoiser la fonction. Oui, mais enfin, je n'ai pas trouvé que se dégageait le leadership dont le pays a besoin en période de crise. Et je pense que l'organisation institutionnelle de notre pays n'est pas encore stabilisée. Je pense que le rôle du Premier ministre, le rôle des ministres ne sont pas encore aujourd'hui suffisamment stabilisés, pas suffisamment opérationnels. Et votre commentaire sur la façon qu'a M. Ayrault d'occuper la fonction de Premier ministre, M. Raffarin? Je pense que M. Ayrault doit définir clairement ce qu'il apporte. Mais c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, il est maire de Nantes, il a présidé le groupe socialiste, donc ce n'est pas quelqu'un qui est léger dans la fonction. Mais c'est quelqu'un qui, je crois, n'a pas encore défini ce qu'il doit apporter véritablement à cette équipe. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit un peu un leader en matière de relations franco-allemandes. Or, c'est le sujet numéro 1 de l'été, c'est le sujet numéro 1 de la crise. Et là, très peu d'actions, très peu d'initiatives. Je vois qu'il fait une percée à Marseille en s'y installant en 48 heures. Il peut jouer, comme moi c'était le cas, la carte de l'élu provincial, du maire parmi les maires, de quelqu'un qui est élu sur le terrain. Je pense qu'il peut trouver des voies de singularité pour montrer sa mission. Je ne lui donne pas de conseils. Ce que je dis, c'est que pendant l'été, le gouvernement n'a pas donné le sentiment d'être au travail. Et on avait le sentiment qu'ils avaient eu 10 ans pour prendre des vacances. Et là, on les a trouvés léthargiques. Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que votre préféré au sein du gouvernement, c'est Manuel Valls. C'est quelqu'un qui est respectable, mais non, mais Moscovici, non, mais il y a des gens corrects, il y a des gens probablement incapables, il y a un certain nombre de gens qui sont pas forcément... Mais Valls, il poursuit la même politique, non, en matière de sécurité. Il a déclaré aujourd'hui que la France ne peut pas accueillir toute la misère de l'Europe, et donc fermeté absolue vis-à-vis des Roms. Oui, ça c'était une déclaration de Michel Rocard qu'on a beaucoup cité par la suite. Donc c'est quelqu'un qui a des qualités, mais enfin il est plus facile de se faire bien voir en faisant une politique de droite qu'une politique de gauche, et c'est à l'intérieur notamment, et c'est ce que Valls est en train de mesurer. Et donc je comprends qu'il a une réaction intelligente, il va là où il y a une demande. Et en cette rentrée, est-ce que le Hollande bashing vous a paru plus violent que la sarcophobie à l'époque? Oh, je trouve que le gouvernement s'est donné quelques attitudes qui ont conduit à ce résultat. Et donc, quand le cheval trébuche, c'est toujours le cavalier qui est responsable. Donc, il ne faut pas accuser les chevaux, mais le cavalier doit pouvoir mener une allure qui évite les critiques. Allez, nous allons parler maintenant de la compétition pour la présidence de l'UMP. Monsieur Raffarin, Frédéric Dumoulin de l'agence France-Presse va nous rejoindre. Mais d'abord, la campagne acharnée, dominée donc par ce duel Copé-Fillon avec Paul Bouffard. C'est une campagne qui ébranle l'UMP. Depuis plusieurs semaines, les candidats à la présidence du parti ont fait de cette course un véritable pugilat. Tout le monde veut être l'héritier du sarkozysme. Dans la course à la présidence, les chefs se font la guerre. D'un côté, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, continue d'attaquer l'ancien Premier ministre. Lui s'oppose au candidat des barons de l'UMP. Jean-François a raison de se poser en candidat du peuple militant. Qui n'a pas à se laisser dicter de choix par les sondages, sur les sympathisants, etc. Dans le camp Fillon, on estime que la ligne jaune est franchie par Jean-François Copé. C'est vrai que ces derniers temps, un grand nombre d'élus ont rejoint la candidature de François Fillon et appelé à soutenir cette candidature. Mais si ces élus appellent à soutenir François, c'est peut-être tout simplement qu'ils écoutent leurs militants et peut-être tout simplement que François Fillon est le chouchou de leurs militants. Et au milieu de ce duel à couteau tiré, la démocratie a du mal à trouver sa place. Plusieurs ténors du parti interpellent le secrétaire général sur l'organisation de la campagne, sur les conditions du scrutin. Certains, des petits candidats, tentent d'exister. Pour eux, difficile de faire entendre leur projet.
Alors, bien entendu, je suis un petit candidat, je n'ai pas la notoriété d'un François Fillon ou d'un Jean-François Copé, c'est normal. Les petites phrases du camp Fillon contre le camp Copé et du camp Copé contre le camp Fillon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Débat d'hommes plutôt que débat d'idées. Pour l'instant, l'UMP est loin de l'unité. L'air de rien, à l'arrivée, le 18 ou le 25 novembre, théoriquement, on se rassemble. Si on continue comme ça, le rassemblement va être difficile. Voilà, et donc nous sommes encore loin de la ligne d'arrivée, hein, et le combat est âpre. Bonsoir Frédéric Dumoulin, de l'agence France Presse, qui suit cette compétition Monsieur Dumoulin. Comment pour la allez-vous? présidence de l'UMP. Très bien. Justement, on l'a vu dans le reportage, la campagne officielle n'a pas encore commencé et on voit déjà que c'est très tendu entre les deux camps principaux, c'est-à-dire Fillon et Copé. Certains parlent même d'une bataille un peu à la Chirac-Balladur. Ça vous fait penser à ça aussi ou pas? Il y a un peu de ça, oui. Il y a une campagne très terrain, très contact personnel, puis une campagne plus médiatique. Je dirais qu'il y a une campagne, celle de François Fillon, qui est plus présidentielle, et une campagne de Jean-François Copé qui est plus municipale. Oui. Et donc s'il y a un parallèle avec Chirac-Balladur, vous verriez plutôt Jean-François Copé dans le rôle de Chirac. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais au total, c'est vrai qu'il est clair que Jean-François Copé a une attitude de faire de la politique un peu comme Jacques Chirac, c'est-à-dire dans la chaleur humaine, dans la convivialité, dans le contact. Vous aviez dit d'ailleurs au mois de juillet, vous aviez dit il y a du Chirac en lui, c'est ça? Absolument, il a ce côté. Et quand on voit son équipe, je le voyais ce matin de travailler, c'est une équipe qui est très jeune d'ailleurs, qui est beaucoup plus jeune que l'équipe Fillon, je crois, au total. Et c'est en plus une équipe qui est liée par un lien affectif. Et vous pensez qu'au final, il n'y aura finalement que 2 candidats ou alors il peut y en avoir d'autres? Si ce n'était pas le cas, est-ce que ce serait vraiment un problème? Écoutez, j'ai bien entendu tous ceux qui regrettent qu'il y ait un duel. Mais tous ceux-là ont notamment participé à nos statuts et qui sont complètement inspirés par la famille de notre construction, qui était la famille très attachée aux institutions de la Ve République. Et on a choisi à l'UMP des institutions comme la Ve République, c'est-à-dire un duel avec 2 candidats au second tour et 2 candidats seulement. Donc de toute façon, notre débat se terminera par un duel, puisqu'il n'y a que 2 candidats au second tour. Alors qu'on en ait 3, qu'on en ait 4, moi je ne suis pas contre. C'est pas un problème démocratique au niveau je de crois que l'UMP. de toute façon, nous avons pris les institutions de la Ve République. Elles sont démocratiques. Et un scrutin présidentiel à 2 tours avec 2 candidats au second tour, c'est ce qui est dans nos institutions. Un mot, tiens, sur ce qui se passe au Parti socialiste, puisqu'on critique beaucoup le manque de démocratie, enfin dans la procédure à l'UMP. Qu'est-ce que vous pensez de la façon qu'a retenue le Parti socialiste, qui demain annoncera donc le successeur de Martine Aubry? Écoutez, je pense que c'est une affaire qui se traite entre notables, entre barons, dirait-on aujourd'hui, et pas entre militants, donc c'est regrettable. Au moins, je pense que l'élection de l'UMP et le congrès de l'UMP va être décidé par les militants et pas par les notables. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'UMP est plus militante et plus dans la proximité que le Parti socialiste. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point très important de notre congrès. Pour moi, l'élection présidentielle de l'UMP est importante, mais ce n'est pas l'essentiel. Pourquoi? Parce que de toute façon, le candidat qui sera élu devra être rééligible dans 3 ans. Et que quant au choix du candidat à la présidentielle, il devra être choisi par des primaires en 2016. Donc pour moi, le plus important au Congrès, c'est le rassemblement par les motions de courants qui vont être créés. Et je peux vous annoncer ce soir que le courant humaniste, centriste, libéral a réussi à se rassembler. On présentera une motion demain, et donc de Jean Leonetti à Marc-Philippe Daubresse, en passant par Luc Châtel, Marc Laffineur, avec donc toute cette famille qui est une famille non seulement des centristes, des libéraux, mais aussi des gens comme Marie-Hélène Deségo ou André Steiner, qui sont des gaullistes sociaux. Nous avons là une motion qui rassemble plus de 80 parlementaires. Plus de 80 parlementaires, ce sera sans doute une motion parmi les plus larges qui sera présentée. Et de ce point de vue-là, je pense que ce sera l'innovation de ce congrès. Normalement, vous devriez avoir un bon score, vous pensez, au moment où je pense que notamment en ayant rapproché la motion que je conduisais avec celle que conduisait Luc Châtel, je pense que nous devrions faire un bon score. Et c'est très important. Je vois que tout le monde n'est pas favorable au mouvement dans l'UMP. Je vois que François Fillon est hésitant. J'ai entendu que Nathalie, que j'aime beaucoup, est contre les courants. Moi, je pense que la survie, l'avenir de l'UMP passe par les courants et par la diversité. Sans courant, l'unité de l'UMP serait mise en cause. Mais vous pensez justement que le courant humaniste, libéral, centriste est majoritaire à l'UMP ?
Je ne pense pas qu'il soit majoritaire, nous verrons, mais en tout cas, il peut être celui qui arrivera en tête dans l'UMP. En tous les cas, nous avons comme ambition d'être le courant qui arrivera en tête dans l'UMP. C'est une bataille difficile, mais nous avons devant confiance. Devant la droite populaire et devant le courant. Je pense que, en tout cas, nous nous battons pour la première place. Nous représentons la France moderne et humaniste, et cette France moderne et humaniste, dans l'UMP, a l'espoir d'être le premier courant. Mais le candidat que vous ne soutenez pas, donc François Fillon, a mis en garde contre une balkanisation de l'UMP en raison de ces courants que vous défendez. Oui, mais je pense que moi je mets en garde contre une uniformisation, une caporalisation de l'UMP. Et donc, je ne crois pas que l'alignement de l'UMP sur un seul courant historique soit vraiment l'avenir de l'UMP. Je pense que nous sommes assez responsables pour faire de notre diversité une capacité d'unité. Et moi, je pense que le choix des courants est un choix stratégique. Je fais confiance à Jean-François Copé. Non seulement c'est mon ami, il a été mon ministre. C'est la raison principale de votre soutien, en fait. C'est un élément politique objectif. C'est lui qui veut créer les courants. C'est lui qui a une vision originale d'une famille politique qui doit assumer sa complexité. Et c'est pour ça qu'il peut compter sur mon soutien. François Fillon n'a jamais été votre ami. J'ai beaucoup travaillé avec lui, on a fait beaucoup de choses ensemble, mais en l'occurrence, je choisis la jeune génération. Je pense que la génération qui est la mienne, qui a quelques expériences, doit participer au renouvellement de l'UMP. Il y a autour de Jean-François Copé une équipe très jeune. J'ai beaucoup d'amitié pour Luc Châtel. Je vois qu'il y a là un potentiel et je crois que pour préparer l'avenir, la vie politique, c'est très dur. Exercer des responsabilités au sommet d'État, c'est très difficile. Il faut se préparer et pour ça, il faut choisir les jeunes. Mais justement, c'est lui que vous soutenez. Et est-ce que vous pensez que les sondages qui sont quand même très fortement en faveur de M. Fillon, ils sont réalisés sur les sympathisants? Est-ce que vous faites partie des gens qui font une réelle distinction entre les sympathisants et les militants, seuls les militants étant amenés à voter au moment du Congrès? D'abord, je vous dirais que dans ma vie politique, j'ai toujours choisi mes convictions avant les sondages. Quand j'ai choisi Giscard, Chirac et Sarkozy pour la présidentielle, tous les trois étaient en retard dans les sondages. Donc ce n'est pas le sondage qui fait ma conviction, c'est ma conviction qui m'engage. Pour cela, je crois que c'est vrai que sympathisants et militants, il faut faire une différence. C'est vrai que d'une manière générale, je dirais que plus on fréquente la permanence de l'UMP dans la circonscription, plus on est proche de Jean-François Copé. Plus on est proche du travail de terrain, du travail militant, plus on est proche de Jean-François Copé. Et plus on s'éloigne vers des fonctions plus notables, plus sympathisantes, plus élues, peut-être un peu plus lointaines, plus on est Fillon. Donc je pense qu'on est... Est-ce que vous irez jusqu'à dire, comme certains copéistes, et Jean-François Copé lui-même, mais je suis. Mais c'est pas parce que vous êtes blond que vous n'aimez pas les bruns. Bon, donc chacun a son profil, mais on peut être quelqu'un ouvert. Moi, il m'arrive d'aimer ce que je ne suis pas, figurez-vous. Et donc, il m'arrive d'être ouvert aux autres. Et donc là, moi, je peux vous dire, je suis en effet un baron, mais il se trouve que je suis aussi, j'ai le cœur militant, et en tout cas, je choisis l'avenir et je choisis la jeune génération. Mais est-ce que vous diriez, vous aussi, que Copé, c'est le candidat des militants et François Fillon, le candidat des barons, justement? Ça a été dit et redit. Écoutez, j'ai de l'estime et du respect pour François Fillon. C'est quelqu'un qui a des grandes capacités et il a dans ses équipes et des militants et des barons. Donc tout ça est une question de dosage. Je ne veux pas en rajouter sur ce sujet. Alors, en tout cas, nous voulons, après cette campagne, rassembler tout le monde. Donc je ne veux pas de phrase définitive. Mais je vous l'ai dit. Et je me suis suffisamment engagé pour vous dire très clairement que pour moi, Jean-François Copé pouvait être un avenir et que je pense qu'il a des chances de gagner. Les différences de fond, on ne les saisit pas forcément, franchement. Le courant, c'est très important. Oui. Parce que vous savez, vous vous souvenez du RPR, de l'UDF, vous vous souvenez de ces batailles politiques. Rassemblés dans une famille, non pas sur une ligne politique monolithique et qui pourrait, à un moment ou à un autre, caporaliser tout le monde, c'est un risque. Mais vous voulez dire que si François Fillon était Par exemple, moi, je n'ai pas trouvé suffisamment dans les équipes gouvernementales de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, je n'ai pas trouvé assez de diversité. La même famille politique historique a été très représentée dans toute l'histoire de ces 5 dernières années. Moi, je pense qu'à l'avenir, il faut travailler davantage toutes les diversités. Mais vous craignez justement que si François Fillon était élu, ces courants ne soient pas... Je ne crains rien si François Fillon est élu. Si François Fillon est élu, la démocratie l'aura choisi et il sera le président. Donc il est clair que je n'ai pas peur, je n'ai de crainte, mais je pense que la diversité, elle passe par les courants et ce que je constate, c'est que Jean-François Copé y est favorable et que François Fillon y est plutôt réservé. On a cité Nicolas Sarkozy. Oui, c'est en fait un peu le fantôme de cette élection. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir? Écoutez, il ne me paraît pas absent.
J'ai le sentiment qu'il s'intéresse toujours à la politique et j'entends beaucoup de gens sur le terrain qui font référence à lui, y compris d'ailleurs le nouveau gouvernement qui a du mal à sortir de son face-à-face avec Nicolas Sarkozy. Donc je pense que Nicolas Sarkozy reste en effet dans notre paysage politique. Est-ce que ce sera bien pour lui? Est-ce que ce sera bien pour le pays? Le temps le dira, il est trop tôt pour éclaircir. Écoutez, je peux avoir des contacts avec lui, je suis en situation où les uns et les autres peuvent me parler de lui, donc je ne suis pas vraiment en état de manque, non. Est-ce qu'il manque au débat politique dans ce pays? Je pense qu'il a créé quand même une forme de gouvernement liée au courage, liée à l'audace, liée à l'énergie, qui fait que quand on voit un gouvernement partir en vacances, on se dit tiens, pour la Géorgie, il avait arrêté ses vacances. Tiens, il avait pris des options courageuses sur tel ou tel sujet. C'est-à-dire que jamais Nicolas Sarkozy était indifférent à l'actualité. On avait un peu le sentiment cet été que l'exécutif était un peu aux abonnés absents. Mais de manière générale, est-ce que vous croyez au retour des hommes providentiels, vous? Je pense que les circonstances vont tellement vite. Je pense que la situation politique devient tellement complexe que les jeunes générations aujourd'hui arrivent dans notre société. Je pense en effet que l'aspiration au renouvellement risque d'être dominant. Mais personne ne peut savoir dans quelle situation nous serons. Et en plus, je pense que la crise que nous avons devant nous, qui est devant nous, c'est pour ça que tout à l'heure je regrettais que le gouvernement ne plaçait pas la crise vraiment au bon niveau, c'est-à-dire au niveau européen et pas seulement au niveau des emplois jeunes, bien sûr au niveau de la flexibilité, bien sûr, mais d'abord au niveau européen. Je pense que dans ce contexte-là de crise, on peut avoir besoin de recours, ça s'est vu dans le passé. Merci Frédéric Dumoulin. Un mot peut-être sur de votre successeur Dominique de Villepin qui a été entendu, mis en garde à vue d'ailleurs un temps par les gendarmes dans l'affaire des relais châteaux. Il est soupçonné d'avoir exercé des pressions en faveur de son ami Régis Bulot, qui était le dirigeant à l'époque de cette chaîne hôtelière et qui lui-même est soupçonné d'avoir procédé à des détournements de fonds. Un ancien Premier ministre comme ça, entendu par les gendarmes. Écoutez, je ne connais rien à cette affaire, que la justice fasse son travail. Sur un plan personnel, ça ne peut pas être une nouvelle qui me réjouisse. Perrine Tarnaud de Public Sénat donc, va nous rejoindre maintenant pour évoquer le Sénat maintenant. Jean-Pierre Raffarin, objectif 2014 pour la droite, dit-on, qui s'imagine déjà reprendre le flambeau. Tam Tranui. C'est la dure loi de la politique, aussitôt élu, aussitôt honni. Le président et sa majorité font face à l'impatience des Français dont la déception pointe déjà. L'opposition se voit déjà gagner les élections intermédiaires, mais le gouvernement avertit, ça ne se passera pas comme ça. Il est tout à fait légitime pour une formation politique d'avoir des espoirs. Voilà. Ceci étant, entre l'espoir et la concrétisation, il y a beaucoup de preuves à faire à l'égard de celles et ceux qui vont voter. Pas encore de preuves, mais dans le groupe UMP du Sénat, on prédit des difficultés pour la gauche horizon 2014. Les élections municipales en 2014 sont en effet positionnées à un moment du quinquennat qui devrait permettre à l'opposition de se refaire des forces. Or, les élections municipales ont un impact immédiat sur le sénatorial puisque la Haute Assemblée est élue essentiellement par les délégués des conseils municipaux. L'opposition prédit des difficultés pour la majorité et a peu de chances de se tromper. 2014, c'est surtout le milieu du mandat de François Hollande, traditionnellement le creux de la vague dans un quinquennat présidentiel. On sait qu'au cours du quinquennat de Nicolas Sarkozy, les élections intermédiaires ont pratiquement toutes été perdues par la droite et peut-être que ces élections intermédiaires signifieront un retour de balancier en défaveur du parti au pouvoir, en défaveur de la gauche. Alors le Sénat pourrait-il à nouveau tourner à droite, 3 ans seulement après son basculement à gauche? Le Sénat de gauche ne sera-t-il qu'une parenthèse dans l'histoire de la Haute Assemblée? Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Perrine qui suit de très près l'actualité sénatoriale et la rentrée a été pour le moins houleuse ce mardi, hein, Perrine. Exactement, avant de parler des prochaines élections sénatoriales, Jean-Pierre Raffarin, cette ouverture très agitée de la session extraordinaire cet après-midi au Sénat, on a vu que les appels au règlement se sont multipliés, à droite comme à gauche d'ailleurs, sur l'examen en urgence du texte sur le logement. Est-ce que vous estimez que le Sénat n'a pas été assez respecté par le gouvernement dans cette procédure? Très franchement, tous les gouvernements ont tendance à vouloir un peu
malmener le Parlement et que la procédure d'urgence, on l'utilise beaucoup trop. Quand j'étais Premier ministre, j'ai veillé à limiter un peu ce recours à l'urgence. Il est clair que le Parlement apprécie peu qu'on ait des grandes périodes sans texte, qu'on ait des grandes périodes pratiquement sans travail, et que d'un seul coup, on nous demande de travailler dans l'urgence. Mais là, les sénateurs n'ont même pas eu le temps de faire leur rapport sur ce texte, qui est une première dans l'histoire du Sénat. Bien sûr. C'est un non-respect du Parlement, et je crois qu'on est en train de payer cette léthargie estivale où le pouvoir a peu travaillé et maintenant veut accélérer, et tout ça donne le sentiment d'être un peu improvisé et complètement désorganisé. Mais l'urgence pour le logement social a été soulignée. Mais l'urgence, on peut très bien travailler vite, mais dans l'organisation et avec concertation. Et je pense qu'il aurait pu être utile, par exemple, de travailler sur ces sujets au mois de juillet, et on aurait pu reprendre plus tôt en septembre si on devait reprendre, mais au fond, les textes n'étaient pas prêts, et donc on se trouve dans une situation qui est une situation d'improvisation. Sur le fond du texte, est-ce que vous êtes favorable à plus de sanctions envers les maires qui ne respectent pas les quotas de logements sociaux sur leur commune? Écoutez, c'est très compliqué, parce que ça va dépendre de quels quotas, est-ce qu'on passe à 25% et de quels critères, donc... Pour le texte moment, propose de passer à 25%. Mais pas dans toutes les circonstances. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en discussion, et notamment de voir en fonction des villes. L'écart, par exemple, entre les loyers sociaux, les loyers du privé, peut-être un paramètre d'arbitrage. Donc, j'attends de voir le texte. Sur une philosophie générale, est-ce que vous êtes favorable quand même à plus de sanctions? Est-ce qu'on incite les maires à construire toujours plus de logements sociaux? Moi, d'une manière générale, je préfère qu'on incite par des avantages plutôt qu'on fasse de la répression. On va par bien des aider sanctions. avec la mise à disposition gratuite, dit-on, de terrain. Oui, mais il faudrait que les gouvernements soient un peu plus clairs qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant sur la capacité à libérer des terrains. Donc tout ceci n'est pas préparé, tout ceci est anticipé. Donc j'attendrai la fin du texte. Vous parlez d'improvisation finalement autour de ce texte. C'est une improvisation regrettable. En tout cas, ce n'est pas du bon travail législatif. Sur l'ambiance au Sénat, dans une interview au Figaro il y a 2 semaines, Gérard Larcher a regretté que le Sénat soit devenu la maison du silence. Est-ce que vous partagez cette position avec lui? Moi, je trouve qu'on a été silencieux parce qu'en effet, pendant toute cette période, il n'y a pas eu beaucoup de travail parlementaire, mais ce silence du Sénat avait comme premier responsable l'exécutif, le gouvernement, qui n'a pas donné des textes. Et en général, je me souviens, quand j'étais Premier ministre en 2002, mais je me souviens après moi François Fillon, je me souviens y compris de Lionel Jospin en 1997, les premières semaines d'un nouveau pouvoir, on met tout de suite en œuvre par des textes importants. Et donc là, on a eu le sentiment qu'il n'y avait rien de très important pendant ces 100 premiers jours. Oui, mais les parlementaires auraient pu prendre l'initiative. Écoutez, les parlementaires l'ont fait. Il y a un grand nombre de propositions de loi qui sont proposées aujourd'hui au débat et que le gouvernement n'inscrit pas à l'ordre du jour. Donc je crois vraiment aujourd'hui que le Parlement est prêt à travailler, mais que le gouvernement doit lui aussi se mettre au travail. En tout cas, on voit que Gérard Larcher se positionne toujours en vue d'un éventuel basculement du Sénat à nouveau à droite en 2014. Est-ce que vous-même, vous avez encore des ambitions ici au Sénat? Quelle est belle cette ficelle. Vous avez remarqué que je il n'y a pas que le duel peut-être Copé-Fillon, il y en a d'autres qui se profilent. Il y a peut-être un remake de 2008 un remake. Au Sénat, Larcher. Écoutez, nous verrons. Je pense qu'il n'est pas ni courtois vis-à-vis du président actuel qui est en cours de son mandat de tout de suite chercher à le déstabiliser. Il faut que le Sénat fonctionne normalement. Et donc je trouve que le président du Sénat fait fonctionner le Sénat comme il se doit. Donc je n'ai pas à mener une guérilla interne. Je pense d'autre part qu'au lendemain d'une défaite électorale, il vaut mieux analyser les raisons de l'échec que de partir aussitôt à la conquête comme ça en disant maintenant c'est à nous. Il faut être capable d'avoir un discours qui va convaincre les maires, qui va nous permettre de gagner les municipales, d'avoir une attitude au Parlement constructive. Et c'est si nous sommes capables de dégager ce message positif et constructif que nous pourrons gagner des municipales et envisager l'alternance au Sénat. Vous en êtes encore à l'analyse de la défaite présidentielle. Je pense que la manière dont on a traité les élus locaux, la manière dont on a traité les élus locaux 3 mois, 6 mois avant les élections sénatoriales, imputable à l'exécutif. Je l'avais déjà dit, on a plutôt donné que perdu le Sénat. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, donc je pense qu'un certain nombre d'erreurs ont été faites. Il faudra les corriger, il faut respecter les collectivités locales, il faut avoir des projets d'avenir et il faut que nous soyons porteurs de ces projets. Donc avec Gérard Larcher et avec les autres, nous devons construire ce projet qui nous conduira peut-être à l'alternance, mais on ne fait pas de l'alternance le préalable, on fait du projet le préalable. Mais pour éviter cette alternance, la majorité actuelle pourrait modifier le mode de scrutin nous attendons à tous les malices de sa part. Donc on pense en effet que nous aurons quelques malices de mode de scrutin qui seront changés.
Avec, et par je exemple, pense que l'application de la quand j'ai vu dans les l'état départements du à partir Parti de 3 socialiste, sièges. quand ils ont gagné le Sénat, je me doute qu'ils vont tout faire pour essayer de ne point le perdre. Donc ça, certainement que nous aurons des situations assez malicieuses, avec un changement de loi électorale, avec sans doute un certain nombre d'artifices pour que la gauche puisse conserver. Mais nous verrons ça le moment venu. Moi, je ne souhaite pas que le Sénat, dans cette période nouvelle, apparaisse comme un lieu de polémique, comme un lieu de tension. Nous sommes des élus républicains. Notre pays est dans une situation très grave. Nous devons faire fonctionner le Sénat. Nous devons respecter les votes démocratiques et nous devons nous exprimer en liberté. Et pour nous, gens de l'opposition, notre travail n'est pas celui de la guérilla. Notre travail est de construire des projets d'avenir et de nous montrer crédibles vis-à-vis des Français pour l'avenir. Et donc, je ne suis pas favorable à ce que tous les jours, on transforme le Sénat en un champ de bataille. Au contraire, que ça soit plutôt un champ d'avenir. C'est pour ça que vous voterez avec la gauche le traité européen, le texte sur le traité européen? Bien sûr que je voterai le traité européen. Je pense que c'est un texte très important. J'aurais préféré qu'on ait la loi constitutionnelle plutôt que la loi organique. La loi organique, elle n'a pas la puissance qui aurait convaincu et les Allemands et nos partenaires, y compris les marchés. Donc je pense que là, il y a une erreur. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une erreur que je vais freiner la dynamique européenne qui est nécessaire au pays. Donc bien sûr que je voterai ce texte européen. Quand je dis que je vote pour les emplois jeunes, les emplois d'avenir maintenant, je ne sais pas parce que je partage cette mesure, mais à partir du moment où le décide, le président de la République élu de manière à décider ce type d'initiative, moi sur le terrain, je ne veux pas être celui qui empêchera un certain nombre de jeunes d'avoir accès à cette première expérience. Donc ça ne veut pas dire que j'adhère, mais je suis un élu responsable qui pense aux Français plus qu'au pouvoir. Est-ce que vous adhérez au prochain projet de loi pour limiter, voire interdire le cumul des mandats? Ça, c'est très difficile. Moi, je pense que, vous savez, je ne suis pas en situation de cumul. Moi, je n'ai qu'un mandat, donc je pourrais être très facilement favorable à ça. Mais en tout cas, si notre pays était très décentralisé, je préférerais. Mais aujourd'hui, tout se décide encore à Paris. Notre pays n'est pas suffisamment décentralisé. Et donc, tant que le pays ne sera pas suffisamment décentralisé, je souhaite que l'élu ait un mandat national et un mandat local. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un statut particulier pour les sénateurs par rapport aux députés qui sont ça celui des députés? Ça ne me paraîtrait pas choquant. Je sais que les députés ne sont pas du tout satisfaits de cette idée. Mais ce que je trouve un peu absurde, c'est que le maire qui vote pour le sénateur n'aurait pas le droit d'être sénateur parce que le jour où il est sénateur, il ne devient plus maire. Donc si le maire qui est dans le corps électoral, qui élit le sénateur, n'a pas le droit d'être sénateur, ou s'il devient sénateur, il ne peut plus être maire, je trouve que c'est quelque chose qui est paradoxal. Nous sommes élus par les maires, qu'on puisse avoir un mandat de maire ne me paraît pas du tout choquant, bien au contraire. C'est une position forte au sein du groupe socialiste, et notamment défendue par François Rebsamen. Est-ce que vous voterez le mariage gay? Ça, nous en discuterons. Moi, je ne pense pas que je le voterai. Je ne pense pas que je le voterai. Nous en discuterons. On va voir un peu les uns et les autres. Mais il s'agit là de sujets très personnels, des sujets de conviction, sur lesquels toutes les positions sont tout à fait respectables. Et je pense qu'il faut être dans une position très ouverte. Moi, la difficulté que j'ai avec ce sujet, c'est que le mariage, parce que je suis catholique, le mariage est un sacrement pour quelqu'un de catholique. Donc c'est un sujet sur l'appellation, donc c'est un problème qui mérite d'être débat. Mais je ne suis pas du tout fermé à l'idée sociale du sujet. Donc c'est un sujet sur lequel nous débattrons et pour lequel moi je n'ai pas aucune crispation. Je pense que notre société doit débattre. Pour les couples homosexuels, je pense que c'est à peu près un sujet de conviction de cette nature. Comme on a eu des sujets qui sont des sujets d'éthique, des sujets de morale, des sujets qui sont sur le plan social très importants, moi je suis favorable à ce qu'il y ait une liberté de conscience. Par exemple, dans la motion des humanistes et libéraux que nous avons signée avec Jean Leonetti, Luc Châtel et quelques autres, sur ces sujets-là, nous voulons respecter la liberté de vote de chacun. Jean-Pierre Raffarin, une question avec notre partenaire Orange et l'application TV Check. C'est une question de Irma. Vous avez accepté une mission sur l'Algérie pour Laurent Fabius. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir Martine Aubry, qui elle va travailler sur la Chine, vous qui êtes un grand spécialiste de la Chine, un grand connaisseur de la Chine? Alors d'abord, la mission sur l'Algérie, c'est la prolongation d'une mission que m'avait confiée Nicolas Sarkozy il y a 2 ans et pour laquelle il y a encore quelques travaux à faire, à achever. Donc j'ai accepté de poursuivre cette mission et j'ai appelé Martine Aubry pour lui dire que j'étais tout à fait disposé à travailler avec elle sur les relations avec la Chine. Très souvent, de manière très positive. Nous verrons sans doute prochainement, dès qu'elle sera libérée de ses fonctions partisanes, très partisanes, dès qu'elle sera libérée, nous verrons. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis très longtemps, les dirigeants chinois m'ont toujours dit qu'ils souhaitaient
d'avoir une personnalité socialiste qui s'intéressait aux relations franco-chinoises. Il souffrait d'un déficit de considération Et on se souvient pour un peu la de l'échec Chine. du voyage de Laurent Fabius justement Voilà. en Chine pendant la campagne présidentielle. Il n'y a pas dans C'est le vous qui Parti ferez les socialiste. introductions alors, mais en écoutez, Chine, pour Martine en Aubry. tout cas, je vais vous le dire, je mets la politique étrangère de mon pays à l'extérieur des polémiques. Ce sont des sujets difficiles qui ne se règlent pas en un mandat et ce sont des sujets sur lesquels on doit avoir une certaine distance vis-à-vis de la polémique. Et si Mme Aubry peut faire du travail utile pour la France en Chine, je ne vais pas l'empêcher d'agir, bien au contraire, vous si je peux l'aiderez l'aider, volontiers. Et donc quand François Hollande se rendra en Algérie, vous participerez à ce voyage officiel à ses côtés? Écoutez, je n'ai pas été invité, le moment venu nous verrons, mais en tout cas, je vous dis très clairement, je ne mets pas la politique étrangère au cœur des polémiques. Ce sont des sujets très compliqués, ce sont des sujets qui demandent des années d'expertise, des mouvements historiques qui sont très compliqués, et je pense qu'il faut, vis-à-vis de l'État français, une continuité. Et en ce qui me concerne, je me réjouis de voir que dans la Ve République, globalement, malgré les alternances, il y a une certaine continuité. Il n'y a pas que la politique étrangère que vous mettez hors des polémiques, Jean-Pierre Raffarin. On vous écoute depuis le début de cette émission, on l'a vu sur les emplois d'avenir, vous allez les voter, et vous êtes associé, vous soutenez Jean-François Copé, qui lui est partisan d'une opposition vraiment frontale, hein, presque violente avec l'exécutif. Vous êtes quand même un peu en marge. Eh bien, je vais vous dire, il a besoin de moi. Et moi j'ai besoin, parce qu'il a besoin de gens qui autour de lui ont des attitudes, des convictions, et les humanistes se sentent bien à côté de Jean-François Copé, même s'il y a des humanistes comme Jean Leonetti qui soutiennent François Fillon. Mais donc moi je pense que Jean-François Copé va organiser les courants pour ça. Il est adepte de la diversité. Et comme il est généreux d'un côté, mais très direct de l'autre, il est assez cash, comme on dit. C'est assez facile d'être à ses côtés, c'est assez facile de faire en sorte qu'il vous écoute. Très carré, et vous apportez des rondeurs. Exactement, vous avez tout deviné. C'est l'image qu'on va retenir. Absolument. Donc il a vraiment besoin de vous. Et si je peux lui apporter aussi un peu d'expérience et puis ce goût de l'avenir, que j'ai ce goût de l'international, de l'ouverture, mais je trouve que c'est quelqu'un qui aujourd'hui rassemble, il est capable de réunir. Et au fond, c'est un bon manager, c'est un bon chef de parti. Je pense que la solitude n'est pas bonne conseillère pour diriger une famille politique. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous étiez donc le premier invité de la nouvelle saison de Preuve par 3. Merci Perrine. Merci à nos partenaires, l'agence France Presse et puis donc l'application TV Check d'Orange. Et on se retrouve ici même la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr. Chaque année, 70 000 personnes sont hospitalisées sans leur consentement. Alors que la loi qui encadre ces hospitalisations vient d'être réformée, la réalisatrice Lorraine de Bézieux a enquêté sur le monde de la psychiatrie. J'avais envie de parler d'un sujet qui me semble encore très tabou. Je pense que la folie fait peur encore aujourd'hui et que j'avais envie de parler des fractures de la société, ça en fait partie. Et je pense que c'est une manière de décrire la société que de raconter comment la société traite ses fous. C'est un enjeu important. On dit souvent des prisons aussi, c'est une façon aussi de voir quel est le niveau d'une société. Exactement. Hein, de voir comment elle gère à la marge les personnes qui ne sont pas dans le circuit commun, et qui sont privées de liberté. C'est un enjeu important parce qu'il y a à peu près 70 000 personnes qui sont hospitalisées sous contrainte par an et que ça correspond à peu près au nombre de personnes qui sont incarcérées. C'est équivalent.
Donc c'est vrai que c'est comparable, l'enjeu est important et il nous semblait important de donner la parole aux personnes concernées. Qu'est-ce qui est dur dans l'histoire quand on est la mère d'un enfant comme ça qu'on demande à hospitaliser? C'est quoi? C'est la trahison qu'on semble lui faire? La peur de se tromper? C'est quoi? Non, là j'avais pas peur de me tromper. De toute façon, je suis pas toute seule dans le cas. Une mère ne peut pas hospitaliser son enfant de force s'il n'y a pas l'avis du psychiatre. Donc il y a des médecins qui vous appuient ou qui disent non ou qui disent oui. Mais il n'y a pas que vous le demandez. Mais bon, ce qui est, c'est vous voyez votre enfant partir dans une ambulance en ayant eu une piqûre calmante de force dans la fesse. Voilà, et vous suivez, vous arrivez en pleine nuit dans un hôpital psychiatrique, que ce soit Sainte-Anne ou Paul Guiraud ou d'autres, c'est quand même un peu style asile du 19e siècle. Hein. Donc voilà, ma fille me disait, tu m'as fait interner chez les fous. Non, je t'ai fait hospitaliser parce que tu es malade et tu as besoin d'être soigné. Elle vous l'a reproché, j'imagine, de nombreuses fois. Plusieurs fois. Oui. C'est terrible pour avoir la confiance. Après récupérer, elle comprend pas, elle veut pas. Et puis petit à petit, il y a quand même une espèce de compréhension que ça n'est pas vraiment pour lui faire du mal et qu'elle y trouve aussi, elle a fait la démarche elle-même parfois d'y aller seule. Vous en êtes là aujourd'hui, elle est en hospitalisation libre, hein, comme on dit, c'est ça, elle choisit d'y aller. Oui. Donc c'est une évolution dans son traitement et dans son état. Oui, extrêmement. Et donc elle a admis qu'au fil du temps, que vous ayez fait le bon choix que d'appeler des médecins pour la contraindre à se faire soigner. Oui. C'est ça? Oui, en gros c'est ça, oui. Concrètement, comment ça se passe quand on rentre comme ça, hospitalisé à la demande d'un tiers ou d'office dans un hôpital? On n'est pas libre, on est enfermé, on est contraint, on est attaché, on est enfermé dans une chambre, on est quoi? On est avant tout protégé. C'est le mot qui est... concrètement, la vérité, c'est quoi? Pour protéger... La vérité des faits. Mais dans toute la médecine, il y a des mesures qui sont prises. Quand on reçoit quelqu'un qui est à moitié dans le coma, on va prendre toutes les dispositions pour qu'il ne se fasse pas de mal en tombant. Nous devons faire en sorte que, puisqu'il n'est pas conscient des troubles dont il souffre, qu'il ne quitte pas l'hôpital immédiatement, qu'il ne se fasse pas du mal, qu'il ne fasse pas de mal à d'autres patients. Enfin, c'est toutes ces mesures de... Je parlais à tort tout à l'heure d'incarcération, mais on est quand même dans une logique de privation, de contrainte. On peut donner un traitement à quelqu'un qui le refuse, on peut le voir à tous les usages et toutes les règles. On peut le voir sous ce regard-là, mais pour moi, c'est la protection. C'est pas une critique. Oui, c'est une protection nécessaire et qui n'est pas discutable. L'arrivée du juge, c'est très très difficile à vivre pour les psychiatres qui jusqu'à présent étaient un peu maîtres chez eux et qui sont maintenant obligés effectivement de justifier encore une fois la privation de liberté. Nous avons eu de longs débats à l'Assemblée pour savoir si le juge devait aussi intervenir dans l'obligation de soins. Et il nous est apparu, nous députés, toutes tendances politiques confondues, l'obligation de soins à domicile. À l'extérieur. À l'extérieur, qui est une nouveauté de la loi aussi. Indépendamment. On peut obliger les soins, mais là, il n'y a pas le regard du juge pour l'instant. Indépendamment, de la privation de liberté. Il nous a semblé que le juge n'avait pas à intervenir sur l'obligation de soins. Ça, c'est le rôle du médecin, c'est le rôle du psychiatre. À côté de ça, la notion de privation de liberté, elle est fondamentale. Et ça, ce n'est pas du ressort du médecin, c'est vraiment du ressort du juge de la liberté. Qu'est-ce qu'il connaît le juge à savoir si tel ou tel patient est en mesure ou pas de sortir? Alors, ça se passe plus ou moins bien selon que les juges se déplacent à l'hôpital ou pas. Nous avons aujourd'hui, dans les auditions que nous avons menées, le premier bilan montre qu'environ 30% des juges se déplacent dans les hôpitaux. Et dans ce cas-là, ça se passe globalement très bien. Est-ce qu'ils comprennent bien que vous êtes de leur côté et pas en face? Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont véhéments? Est-ce qu'ils revendiquent? Est-ce qu'ils protestent? C'est très variable. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patients qui comprennent pourquoi ils sont là. Et toute une autre partie qui n'est pas d'accord. D'ailleurs, il y a eu hospitalisation sans consentement. C'est bien qu'au départ, le patient n'était pas consentant. Oui. Mais au bout de 15 jours, parce que nous intervenons quand même quasiment au bout de 15 jours. La phase de crise est passée. Voilà, pas toujours. Ah bon. Mais en tout cas, je vois quand même un certain nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord pour être hospitalisées, qui 10 jours plus tard adhèrent à l'hospitalisation. Voilà. Et je vais vous dire un mot qui va vous choquer, mais vous en libérez, entre guillemets, combien? Alors, c'est à peu près 5 à 6%, 5 à 6% de mal vie. Oui, dès l'instant que je vous vis. Évaluation en primaire, enfants stressés, parents compétitifs, l'école est-elle en panne? Ils en débattent sur le plateau d'Élise Lucet.
fallait-il que je vous visse? J'ai 3 enfants, donc 2 plus grands, 19 et 16 ans, et un plus petit qui a 6 ans. Et j'ai été très frappée parce que donc les 3, on n'a pas changé de quartier, on est resté dans la même école. Et à 10 ans d'intervalle, je n'ai pas reconnu la maternelle. C'est-à-dire que, effectivement, notre fils revenait en disant que la journée, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Donc il n'y avait pas de jeu. Donc j'ai d'abord pensé que c'était peut-être cette maîtresse. Après, je me suis dit, c'est peut-être cette école. Et puis, j'ai commencé à me renseigner. J'ai rencontré notamment des chercheurs. Donc Christophe Joignot, qui est universitaire et qui faisait une étude sur justement l'utilisation des fiches en maternelle et comment... c'est frappant d'ailleurs dans le documentaire. Voilà, il y a de moins en moins d'activités de manipulation, d'activités créatrices, de dessin libre, par exemple, il n'y en a quasiment plus. Ça m'a vraiment frappée, mais dès la moyenne section, c'est-à-dire que